Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Antoine Rage, CEO de Munchen. Salut Antoine. Salut Serge. Comment ça va ? Au top ce matin. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Je m'appelle Antoine Rage, j'ai 31 ans, donc comme tu l'as dit, je suis CEO de Munchen. Je suis basé principalement à Paris où on a notre plus gros bureau. Et sinon, à titre plus personnel, je suis passionné de sport, j'adore apprendre des gens, en discuter. Et puis, mon leitmotiv, c'est la progression. Comment t'en es arrivé à devenir CEO de Munchen ? Assez intéressant, j'ai grandi moi en Normandie, à Caen. J'ai fait mes études là-bas, école de commerce, plusieurs expériences en finance, avec en parallèle toujours un fil rouge sur le sport, puisque j'ai été pendant une dizaine d'années sportif de haut niveau. Et puis, il y a 2 ans et demi maintenant, j'ai décidé de rejoindre l'aventure Munchen en tant qu'Head of Finance. Il y a un peu plus de 9 mois, les actionnaires ont décidé de me faire confiance et de me nommer CEO. Il y a des points communs dans le milieu sportif et le milieu entrepreneurial ? Ouais, c'est clair, il y a déjà l'atteinte d'objectifs que tout le monde connaît, mais je pense qu'il y a aussi le travailler ensemble et s'adapter aux situations et s'adapter aux gens. Voilà, quand on a 16 ans et qu'on découvre et qu'on commence à travailler ou à faire du sport plutôt avec des gens de 35 ans qui viennent de milieux complètement différents, on apprend beaucoup de choses et on arrive à les retransmettre dans le travail, je pense. Quand est-ce que tu as flippé ? Alors, j'ai mis du temps à flipper, mais j'ai beaucoup appris d'amis, parce que j'ai plein d'amis entrepreneurs dans plein de domaines différents, donc j'ai beaucoup discuté, parlé, et je pense que c'est Munchen qui m'a vraiment permis de flipper. Dès le départ, en étant très impliqué dans les problématiques et dans le développement de la boîte, et puis depuis 9 mois, clairement, en menant la barque. Très bien. Tu parlais de Munchen. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que Munchen ? Alors, Munchen, on a un outil qui permet de comprendre son audience et d'interagir avec elle. En fait, plus en détail, on arrive à comprendre tout ce qui se dit pour nos clients sur le web et les réseaux sociaux. Et ensuite, ça permet à nos clients d'adapter leur stratégie et notamment de communication. Donc de répondre à leur audience via la plateforme et puis aussi d'anticiper les différentes publications sur les réseaux sociaux. Et à quelles problématiques, justement, vous répondez à travers Munchen ? Des problématiques, il y en a nombreuses, puisque en fait, chaque marque, chaque entreprise va en avoir des différentes. Mais le dénominateur commun, c'est de se dire qu'on veut vraiment que nos clients mettent leur audience au centre de leurs décisions. Et donc, ça va être vraiment de bien comprendre leur audience, bien comprendre leurs prospects, leur clientèle et leurs concurrents, de manière à s'adapter complètement au mieux dans la communication. On en discutera sûrement un peu plus, ça se limite pas à la communication, ça se limite aussi à adapter les services qu'on va leur proposer, ou les produits. Justement, quel service vous proposez du coup ? Nous, quel service on propose ? Donc, on a un outil SaaS, donc par un logiciel par abonnement, mensuel ou annuel. Et notre client, donc il y a différentes typologies de plans, mais nos clients, il va toujours être en mesure de fixer des alertes pour comprendre justement ce qui se dit sur un marché, sur une marque, sur un sujet. Et il va aussi avoir la possibilité d'accéder à l'outil de publication qui va le permettre de planifier ses campagnes sur les réseaux sociaux. Et puis aussi, sur tout ce qu'il va capter, entendre sur les réseaux sociaux, d'interagir directement avec sa communauté à partir de là. Donc ça leur permet d'être beaucoup plus réactifs et d'avoir vraiment un outil, une plateforme commune sur laquelle ils écoutent leurs utilisateurs et leurs clients et ils leur répondent. Quand tu dis sur le web, par exemple, c'est toutes les données qui sont publiques, c'est ça ? Exactement, tu fais bien de le spécifier. Clairement, oui, c'est tout ce qui est public, on est dans le totalement légal. Et effectivement, l'idée, c'est d'avoir dans les grandes masses et dans ce qui nous est ciblé et dirigé directement vers notre utilisateur, de comprendre et de capter ce qui se dit. Et aucunement et aucun risque pour l'utilisateur, on va dire, final, puisque on reste dans les règles de l'art et dans le droit. Très bien. Comment vous différenciez par rapport à des concurrents ? Parce que vous avez déjà des concurrents, d'ailleurs. Ouais, on a énormément de concurrents. Le social listening, c'est un marché qui est peu connu encore du grand public, bien plus connu autour des équipes marketing et tout ce qui est gestion de marque. Comment on se différencie ? Nous, ce qu'on veut déjà, c'est vraiment un outil qui soit simple d'utilisation pour délivrer des insights détaillés, mais avec vraiment de la simplicité, que nos utilisateurs puissent vraiment nous faire confiance. Donc ça, c'est comment on se positionne. Et ensuite, comment on se différencie ? Dans cette simplicité, on va dire que tout ce qui est, notamment, on touche aussi du grand groupe, mais tout ce qui est PME et start-up, ils vont trouver chez nous un plan qui va vraiment leur convenir et des utilisations qui vont vraiment leur convenir. Et on a notamment lancé il y a 1 an la Standard Alert. En fait, c'est une alerte qui permet de vraiment faire des recherches complexes, donc booléennes, mais qui est accessible vraiment à tout grand public. Et c'est-à-dire qu'on va guider et l'outil va permettre à monsieur et madame tout le monde de fixer une alerte qui va leur permettre d'être très précis
et de capter des choses très ciblées qui vont leur permettre de encore une fois, mieux comprendre leur audience. Est-ce que tu aurais quelques chiffres ou quelques informations sur Mention? Alors Mention, en tant que société, on a été créé en 2013, donc à Paris. On a encore Arnaud, notre CTO, qui est le fondeur. Et ensuite, on s'est très vite développé mondialement. On a notre plus gros marché qui sont les États-Unis. On a d'ailleurs des bureaux là-bas depuis 2015. On est une 50aine de salariés. Et ensuite, un petit peu plus sur le business ou sur nos utilisateurs, on a plus de 750 000 utilisateurs, parce qu'on a aussi une version gratuite que j'invite tout le monde à aller utiliser et découvrir. Et on a un peu plus de 2500 clients payants. D'accord. Lors de la préparation de ce podcast, notamment, tu m'as dit que vous aviez 22 nationalités différentes au sein de la boîte. T'as une volonté de se diversifier, d'avoir cette diversité? Non, alors ça me fait rire quand on l'annonce, parce qu'effectivement, c'est un truc dont on s'est rendu compte vraiment cet été. On est dans une grosse phase de recrutement, on s'est dit, mais qu'est-ce qui fait notre différence? Et on s'est rendu compte qu'on avait 22 nationalités sur 50 personnes. Donc c'était pas du tout une volonté au départ, mais je pense que la boîte, elle a toujours été tournée vers l'international, avant même d'ouvrir des bureaux aux États-Unis. Et en fait, on a de nombreuses personnes à Paris qui parlent pas le français, et ça nous va très bien. Et là, cette diversité, c'est clair que maintenant on veut la faire fructifier, déjà pour attirer d'autres talents, parce qu'ils voient la valeur de ça. Mais nous, en interne, ce qu'on essaye de pousser, c'est que chacun conserve ses caractéristiques et apporte vraiment à l'entreprise, et apporte en fait ses spécialités. Donc que ça soit la diversité en termes d'origine, on va dire que quelqu'un, je sais pas, un latino va pas avoir les mêmes réactions ou la même analyse qu'un nordique, mais ça va aussi aller plus loin, et de plus en plus on diversifie sur d'autres sujets, notamment le background de nos salariés. Et quand, je sais pas, quelqu'un qui arrive de chez L'Oréal travaille avec un start-upper de la première heure et je sais pas, un consultant, en fait on va avoir des approches qui sont totalement différentes, et ça on veut vraiment le conserver, parce que ça permet d'enrichir nos discussions et de s'enrichir chacun individuellement. Est-ce que ça peut aider justement dans l'internalisation d'avoir autant de nationalités dans une boîte? Ouais, complètement. Alors comment nous on peut le vivre? Typiquement, on sert le marché de l'Amérique latine à partir de Paris. Et aujourd'hui, dans une équipe commerciale d'une dizaine de personnes, on a 3 Colombiennes, 2 Mexicaines, une Guatémaltaise. Et forcément, l'Amérique latine, qui est maintenant un marché porteur pour nous, on le sert beaucoup mieux avec ces personnes qui ont déjà l'expérience, qui comprennent mieux les clients, et puis qui peuvent aussi ajuster ou orienter la stratégie. Donc clairement, c'est complètement aidant. Est-ce que vous êtes dépendant, par exemple, des API des réseaux sociaux? Ouais, totalement. Effectivement, on travaille bien sûr en accord et avec eux. Ce sont des partenaires qui nous ouvrent l'utilisation, bien sûr, publique, et cette dépendance, elle est importante. Typiquement, Twitter va faire évoluer son API dans l'année, et donc on est très à l'écoute, et on attend en fait d'avoir les différentes caractéristiques pour nous au mieux ajuster la façon dont on travaille, et être sûr que en fait notre utilisateur, il ait toujours les mêmes critères, et encore plus, on va dire, de données enrichies, puisque aujourd'hui, par exemple, nous ensuite, avec l'intelligence artificielle, on va aller détecter, je sais pas, si une mention est positive ou négative, des choses comme ça. Et pour ça, forcément, il faut qu'on ait en amont une donnée basique qui soit de qualité, et qu'elle passe bien dans nos serveurs. Tu le disais, Mention fait du social listening. Est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce que le social listening? Alors, le social listening, donc on va dire l'écoute sociale en traduction, c'est quelque chose de vraiment 360 degrés. L'idée, c'est de vraiment, donc on l'a dit dès le début du podcast, c'est de comprendre son audience. Mais comprendre son audience, c'est capter les choses qui se disent sur son audience. Et ensuite, c'est les analyser dans un second temps. Et une fois qu'on les a analysés et qu'on a compris comment l'utiliser, ça va être d'interagir avec notre audience et de publier pour communiquer avec notre audience. Et de manière générale, ce social listening, ça englobe tout ça, et ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que une fois qu'on a tout ça, on doit pouvoir effectivement interagir avec eux, on doit pouvoir aussi adapter complètement notre stratégie de marque, de société, de produits, toutes ces choses-là. D'accord. Et ça serait quoi la différence, par exemple, entre du social listening et du social monitoring? Alors ça, c'est une belle question piège. Effectivement, même nous, par moment, on a tendance à mélanger les deux. Ce qu'on considère, c'est que le social monitoring, ça va être le fait de effectivement capter ce qui se dit, l'écouter de manière plutôt passive, et ponctuellement interagir, répondre à son audience quand elle vient nous solliciter. Là où on considère que le social listening, c'est l'étape d'après, c'est vraiment d'être proactif là-dedans. Donc quand on va essayer de capter des choses, on va vraiment analyser de manière plus globale, on va pas juste écouter, un utilisateur, mais on va écouter tout le marché en intégralité. Ensuite, on va vraiment avoir cette démarche proactive de
comprendre, analyser ce qu'ils nous ont dit et pas simplement le subir. Et ensuite, dans l'interaction, ça veut dire nous faire le premier pas. Et ensuite, même dans un monde meilleur, améliorer son produit ou adapter complètement, on l'a dit, comment on travaille au quotidien dans une société. Et ça serait quoi les conseils que tu donnerais pour mettre en place justement des entreprises ou à des marketeurs, on va dire, pour mettre en place une stratégie social listening? On va dire rejoindre une plateforme. Nous et nos concurrents aussi, mais nous on propose des essais gratuits d'une 15aine de jours. Il faut pas hésiter à l'essayer, à solliciter notre support pour demander du conseil et être accompagné. Et en fait, il faut tester. En fait, quand on teste, on peut même n'importe qui, toi, moi, à titre personnel, on peut créer un petit plan gratuit pour comprendre certaines choses sur des mini-marchés. Il faut se lancer. Et clairement, je pense que c'est la volonté de tout le monde de mettre l'audience au cœur de son business. Et clairement, je suis convaincu que le social listening, c'est l'outil le plus simple et le plus rapide pour faire ça. Bien sûr qu'il y a des actions comme sonder ses clients, mais ça va prendre beaucoup plus de temps, ça va coûter beaucoup plus d'argent. Et en fait, on aura une compréhension qui sera beaucoup plus limitée que ce que peut nous permettre le social listening. Donc, allez sur notre plateforme, allez sur Munchot.com ou sur un concurrent si vous préférez, découvrez. Et en fait, je pense que de plus en plus, le marché il est grossissant parce que de plus en plus, chaque utilisateur de la plateforme, donc notamment les marques, comprennent toute la valeur de s'adapter à ses clients. Mais ça marche par mots-clés, c'est bien ça? Il faut vraiment qu'ils trouvent les bons mots-clés pour pouvoir faire une étude, on va dire, efficace. Alors exactement, on a deux types de recherches. On a les monitoring pages, donc c'est-à-dire qu'on va capter directement sur la plateforme plusieurs pages. Typiquement, on est une marque, on va capter sa page Facebook et sa page Instagram et l'ensemble de ses pages réseaux sociaux. Donc là, on va avoir un flux complet. Après, pour le reste, effectivement, c'est fixer des alertes. Mais c'est là où, comme on le disait au début, on se différencie nous pas mal. Sur des plans très évolués entreprises, on va avoir des alertes booléennes très complexes qui vont permettre de s'adapter, d'aller chercher, de bloquer aussi le bruit. Donc, c'est-à-dire que nous, notre société s'appelle Mention. Sans une alerte complexe, ça va être compliqué de capter les choses qui sont vraiment directement liées à nous. Et ensuite, on a aussi des alertes plus basiques qui vont permettre vraiment, dès le premier jour et dès la première heure, de fixer une alerte et de bien capter une chose. Et on l'a dit, où on se différencie, où on est les seuls sur le marché aujourd'hui, c'est l'alerte standard qui va permettre d'avoir les problématiques du booléen, mais pour quelqu'un qui connaît pas bien le social listening. Donc c'est là-dessus, je pense que dès aujourd'hui, n'importe qui est en mesure de comprendre et de bien utiliser notre outil. Mais c'est vrai que c'est un bon point que tu fais ressortir. Et en fait, nous aujourd'hui, on travaille beaucoup là-dessus, d'améliorer l'expérience utilisateur de manière à ce que ça soit encore plus simple d'accès. Et puis aussi de créer de plus en plus de documentation, de webinars, de vidéos qui vont permettre aux gens d'être plus avertis et d'utiliser à pleine puissance la plateforme. Et c'est quoi aujourd'hui la limite qu'on peut atteindre avec du social listening? Je pense que la limite, nous c'est pour ça qu'on recrute beaucoup aujourd'hui en produit, elle est bien sûr technologique, mais ça on petit à petit on passe les étapes et on progresse. Après la limite elle est plus dans l'état d'esprit. Et en fait, il faut pas croire que l'outil de social listening va tout faire. Bien sûr, il va permettre de comprendre. Bien sûr, il va permettre d'interagir. Bien sûr, il va permettre de publier. Mais si on veut vraiment être au mieux pour servir son client, lui proposer le meilleur produit, il faut aller plus loin, sortir de la plateforme et utiliser en fait toutes ces analyses, comme on l'a dit, dans notre gestion dans tous les jours dans notre société, dans l'adaptation de nos services et de nos produits. Et ça demande un effort important. Parce que, je sais pas, je suis une marque de chocolat. Comprendre que nos clients ils cherchent du naturel, ça va être une chose de communiquer sur le fait qu'on veut des produits naturels, mais ça demande un effort tout autre d'adapter son industrie et d'aller vraiment sur des produits naturels. Donc on va dire que là, la balle elle est dans notre camp à communiquer là-dessus auprès de nos utilisateurs, mais ensuite c'est à nos utilisateurs de faire l'effort et d'avoir une vraie démarche qui va au-delà de la communication. Et vous par exemple, c'est un accompagnement que vous proposez ou pas? Alors nous, on se veut vraiment, comme on le disait, simple d'accès, beaucoup automatisé. Donc on propose de l'account management pour nos plans complexes. On propose bien sûr du support au quotidien, mais on se veut pas, on va pas au-delà dans le conseil aux entreprises. Mais je pense qu'il y a de nombreux gens sur la place française et mondiale qui sont très bons pour apporter du conseil. Et clairement, si on fait cette démarche d'avoir une première étape et d'aller sur social listening, je pense que ça fait tout son sens et tout le monde est en mesure de comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a à adapter dans sa stratégie ensuite. Mais du coup, ça permet peut-être aussi d'optimiser le service client, le SAV, je pense notamment à Twitter, de pouvoir écouter ce qui est dit et après de pouvoir optimiser au mieux les réponses qu'on va donner ou le service client. Carrément, exactement. En fait, comme on l'a dit, on a parlé du mot proactif.
Effectivement, ça va être de mieux interagir avec quelqu'un qui a un problème, le comprendre et le servir rapidement avant même qu'il vienne sur notre support. Ça, c'est une chose. Mais en fait, si on utilise vraiment le social listening de manière proactive, en fait, on va anticiper ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'on va voir ce qu'attend le client et en fait, on va adapter notre service avant même que le client s'en plaigne complètement. Et ça, c'est vraiment important. On parle souvent dans notre métier de sujets de crise, de gérer les crises, des problématiques. Bien sûr, on est là pour ça, les gérer. Mais en fait, on pense que si plus on anticipe les problématiques, moins on a à gérer ces crises-là. Et est-ce que dans le parcours d'achat aussi, ça peut améliorer l'expérience des entreprises dans leur parcours, dans le processus d'achat? C'est-à-dire? Il y a des éléments qui sont remontés, que les gens ne comprennent pas dans le processus d'achat. Peut-être que ça peut simplifier ou améliorer. Totalement. Ouais, carrément. Bah, exactement. Et donc là, nous, on est dans le logiciel, par exemple. Le processus d'achat, souvent, enfin, en tout cas, dans une partie de nos clients, il y a pas d'interaction. C'est le client qui va utiliser la plateforme. C'est clair qu'en fait, ne serait-ce que de voir les remontées sur les réseaux sociaux, sur le web, ou d'avoir tous les commentaires positifs ou négatifs, puisqu'on capte aussi toutes les plateformes de revues, bah ça doit nous permettre de se dire ah ouais, là on a un vrai problème. Et comme on l'a dit, de la même manière, prenons notre cas d'usage, nous on va sonder nos clients ponctuellement pour savoir s'ils sont satisfaits, s'ils ont des problématiques. Mais la meilleure solution, c'est d'aller sur le web, d'aller sur les pages publiques et de comprendre ce que va dire nos clients. Parce qu'on n'aura pas besoin d'attendre de faire ce sondage. Les clients, ils vont pas nous attendre pour ça. Ils vont publier sur Twitter, ils vont publier sur différents réseaux. Et donc, du coup, bah, il faut qu'on le capte dès le jour 1 pour adapter, t'as raison, ces processus. On rentre en campagne d'élection présidentielle bientôt, là. Est-ce que le social listening, par exemple, est une pratique que des gouvernements, des mairies peuvent utiliser? Alors, effectivement, déjà, il y a 2 points, même hors élection. Effectivement, des gouvernements et des mairies peuvent l'utiliser et certains l'utilisent. Et en fait, il y a des cas d'usage ils sont vraiment infinis. Mais c'est vrai qu'en fait, d'écouter ses citoyens pour peut-être adapter sa politique, bah, c'est important et ça va, je pense, dans le bon sens parce que c'est le but, c'est de servir au mieux ses citoyens. Et sur des cas d'usage, je sais pas, sur une grosse mairie par exemple, une grosse agglomération française, de comprendre en fait quelles sont les problématiques sur le transport typiquement. Je sais pas, une ville comme Marseille, beaucoup de problématiques de transport, de venir capter et comprendre ce qui se dit dessus et de manière à avant d'adapter sa politique, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très bien utilisé par certaines mairies et qui devrait être d'autant plus utilisé dans le futur par l'ensemble de ces agglomérations. Et justement, comme on est en campagne, on va rentrer en campagne politique. Est-ce que ça peut être un moyen aussi pour adapter son programme pour ceux qui se présentent aux campagnes présidentielles? Donc ouais, adapter son programme pour les candidats, ça peut. Pour être très transparent, on n'a pas eu ce cas d'usage encore. Est-ce que, alors, je fais pas de politique, mais est-ce que c'est parce que les politiques se positionnent pas encore assez dans la peau de leur audience? En tous les cas, c'est clair que c'est un cas d'usage qui ferait tout son sens. Et encore une fois, j'anticipe parce que souvent on a cette question de risque. À partir du moment où on est sur des données publiques et que les gens veulent bien partager, et à partir du moment où les personnes qui les utilisent le font pour mieux servir leurs utilisateurs, leurs citoyens, leurs clients, je pense que c'est quelque chose qui est très positif. Et donc il faudrait que ça soit plus utilisé. Ouais. C'est quoi pour toi l'enjeu et l'avenir du social listening? Alors il y a encore un enjeu d'évangélisation. Comme on l'a dit, tout le monde, de plus en plus d'équipes marketing l'utilisent, mais typiquement sur d'autres use cases, on l'a dit, les mairies, je pense que certaines devraient l'utiliser plus, donc il faut continuer à évangéliser pour que les gens découvrent plus. Et après, nous, notre challenge en tant qu'éditeur de logiciels dans le social listening, c'est forcément d'adapter et de faire encore progresser nos plateformes. Pourquoi? Pour déjà toujours être au goût du jour. Nous, aujourd'hui, on est parmi les premiers à capter aussi ce qui se dit sur Twitter, sur YouTube, sur TikTok, sur Pinterest. Demain, est-ce que ça sera Twitch ou des choses comme ça? Donc, s'adapter à tout ça et aux nouvelles plateformes. Deuxième point, c'est vraiment améliorer l'expérience utilisateur. Et le point principal, c'est de leur délivrer un maximum d'insights. Ça, c'est hyper important. Et donc, pour ça, c'est adapter nos dashboards, automatiser plus de reporting, des choses comme ça. Et le troisième point, c'est clairement, en fait, d'élargir la boîte à outils qu'on donne aux gens qui gèrent une marque ou qui veulent se mettre à l'écoute de leurs clients. Et donc de mieux les servir. Nous, aujourd'hui, on fait énormément progresser notre outil de publication et d'interaction. Demain, c'est une bonne question de qu'est-ce que vont attendre nos utilisateurs de manière à mieux servir, eux, leurs clients finaux. Très bien. Merci beaucoup. Avant de se quitter, on va passer au Flip and Curious.
Si tu avais un entrepreneur ou une entreprise à faire découvrir? C'est dur d'en dire une seule. Je pense qu'on est bien lotis en ce moment, notamment en France. Ça a grossi énormément. Alors, en tant qu'ancien financier et puis aujourd'hui dirigeant de société, je pense qu'on a plein de futurs ou de licornes qui nous aident beaucoup. Je pense notamment à Welcome to the Jungle pour le recrutement. C'est un point excellent. On a des sociétés comme Payfit, comme Conto. Donc voilà, c'est des mots un peu faciles, mais ils nous aident vraiment au quotidien. Et après, il faut juste creuser dans la French Tech. Il y a plein de petites startups qui nous aident au quotidien. Et nous, même une société qui commence à être bien établie, je pense que tous les trimestres, on découvre des nouvelles startups qui nous aident et qu'on vient utiliser. Donc il faut continuer, il faut chercher et bénéficions de cette belle dynamique. Ton prochain grand flip, c'est pour quand? Mon prochain grand flip, je pense que c'est pour aujourd'hui. Comme on l'a dit, on recrute beaucoup en produit et en tech. On est bien avancé là-dessus, mais on cherche toujours plein de talents. Et surtout, l'étape suivante, c'est quand on double sa capacité de développement d'un logiciel, il faut délivrer derrière. Et c'est une grosse pression qu'on se met. Nous, notre vision, c'est que pour mieux servir nos clients, il faut tout simplement investir dans le produit et pas, recruter une armée de vendeurs pour vendre plus. On est en plein là-dedans et maintenant le gros challenge c'est de encore mieux écouter nos clients pour encore mieux développer notre produit. Tu utiliseras Munchen? Bien sûr, au quotidien. Merci beaucoup Antoine d'avoir participé à Flip. Merci Serge. Merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand ?